Comment Si je dis pas de bêtises. Hmm. Tac, je partage mon écran donc. Attends, c'est déjà partagé. Vous voyez mon écran? Yes. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Jay Mohameden. Jay Mohamed, vous pouvez dire. Je suis PhD student à l'Université Polytechnique de Valenciennes. Et je fais ma thèse sur la détection d'intrusion dans les réseaux véhiculaires. Détection d'intrusion et réponse. C'est-à-dire, dès qu'on détecte une attaque à travers les messages qui sont envoyés, il nous faut répondre à cela, c'est-à-dire soit éliminer l'attaquant en rejetant son certificat. De cette façon, il ne pourra plus envoyer des messages au sein du réseau ou tout simplement diminuer son score, son point, si on adopte un modèle de réputation qui n'est pas tout de suite, si on envisage que le modèle peut avoir des erreurs de prédiction sur le fait que c'est une attaque ou pas, ou que la personne a fait une erreur en envoyant cela ou pas, on peut tout simplement installer un modèle de réponse qui est basé sur la diminution du score jusqu'à ce que ça atteigne zéro. Donc, du coup, ça peut être violent de rejeter le certificat tout de suite ou bien tout simplement de diminuer sa note sur long terme. Donc, du coup, en gros, c'est ça. Et donc, ce que j'expliquais tout de suite, l'objectif, donc, c'est d'avoir un modèle d'intelligence artificielle qui s'entraîne sur des données du réseau pour pouvoir détecter des attaques du réseau selon les messages, comment on les appelle ça, les messages CAM, des messages d'alerte qui peuvent être des messages d'alerte, etc., etc. Et donc, du coup, l'objectif, la thèse a donc logiquement, pour cryptographe que je suis, a commencé par la définition du réseau cryptographiquement, l'échange des messages cryptographiquement. Comme ça, au moins, avant de faire de l'entraînement, on s'est occupé à bien, à éliminer une partie des types d'attaques que l'on connaît. On ne va pas se baser sur l'IA pour nous faire ça. On le fera mieux avec les mathématiques, euh, par signature, par authentification, que par des prédictions. Et laisser la partie qui ne régit pas à des règles, qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'est pas modélisable, ou du moins qui n'est pas réglable par des équations, on va le laisser à l'IA qui, lui, va apprendre et pouvoir prédire avec des probabilités. Donc, du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Mais avant cela, avant de faire cette thèse, j'avais travaillé une année après mon stage à l'université, au labo l'IRIS de Lyon 1, où j'avais fait un stage d'abord de 6 mois pour mon stage de fin d'études, où j'ai travaillé sur les identités décentralisées. Ensuite, durant ce stage, j'ai pu développer une, une architecture, du moins une solution de gestion d'identité décentralisée qui est self-sovereign. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai pu proposer une solution de gestion d'identité qui serait self-sovereign identity, qui serait basée sur les solutions dites self-sovereign identity. Pour la réalisation pour que ça puisse être une solution self-sovereign identity, j'ai dû inclure les zero knowledge proof et la technologie blockchain. Et donc, après mon stage, qui s'est bien passé par la publication de mon article que je présenterai durant cette présentation, après cela, j'ai été embauché une année pas postdoc, mais en CDD au sein du laboratoire en attendant de trouver un financement pour pouvoir enchaîner sur une thèse. Donc, du coup, durant ces un an, j'ai pu développer l'article, répondre les reviewers et travailler sur d'autres sujets qui sont l'interopérabilité entre différents systèmes décentralisés comme la blockchain, etc., qui est une problématique bien posée. Et par la suite, à la fin de mon CDD, je n'ai pas pu avoir un financement là-bas. J'ai eu un financement au sein de l'Université Polytechnique de France sur le sujet que je vous ai présenté tout de suite. Voilà. Maintenant, pour commencer, le sujet d'aujourd'hui, je vais présenter les solutions self-sovereign identity. Qu'est-ce que c'est que les solutions self-sovereign identity?
En gros, comme je l'ai mentionné tout de suite, les SSI sont ne sont pas, tous les SSI ne sont pas forcément des DID. Mais il faut comprendre les solutions Self-Sovereign Identity comme tout simplement un but. C'est comme si on dessinait, genre on prenait une feuille et qu'on disait, si on veut avoir une solution Self-Sovereign Identity, qu'est-ce qu'on a besoin? A-t-on besoin d'avoir une identité qui est décentralisée, c'est-à-dire une identité qui est centrée sur l'utilisateur au lieu d'être centrée sur le fournisseur? Exemple, si on prend par exemple Google et Facebook, actuellement, c'est des solutions, c'est des fournisseurs d'identité qui sont centralisés. Par exemple, si j'ouvre mon Spotify, par exemple, si je crée le compte, Google peut se porter comme option, ou Facebook, du fait d'ouvrir le compte avec Google. Voilà, ça, c'est une solution d'identité. Même si ce n'est pas une identité, comment on appelle ça, réelle, ce n'est pas une identité réelle, mais c'est une identité numérique quand même, qui me permet en tout cas de prétendre à des services. Donc du coup, une fois que cette façon qu'a Google ou Facebook de se proposer pour me fournir une identité que je vais fournir à Spotify, c'est une solution centralisée sur eux. Ce n'est pas décentralisé. Donc, du coup, il y a un peu c'est un peu contradictoire, mais non. Parce que si on dit une solution d'identité décentralisée, c'est une solution qui est centrée sur l'utilisateur. C'est-à-dire que l'identifiant part de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui génère ces identifiants, soit à travers une clé qu'on lui donne, que l'État lui donne, ou bien la tierce de confiance lui donne pour qu'il puisse lui-même générer, ou une graine, ou etc. Il y a diverses façons de le faire. Mais en tout cas, c'est une solution où la création de l'identité, de l'identifiant, part de l'utilisateur. Et donc, ça, c'est un premier point qu'on dit qui peut être intéressant dans le développement d'un SSI. C'est-à-dire, intuitivement, l'identité, il faut que ça soit décentralisé. Bon, ça peut ne pas l'être. Il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas... En tout cas, le fait que ça soit décentralisé nous facilite, c'est-à-dire nous donne un bond en avant sur sa réalisation. Et donc, qui dit décentralisation, dit les meilleures technologies actuellement utilisées qui sont décentralisées, c'est la technologie blockchain ou les DLT. Autre point, il y a le fait de gérer, par exemple, une autre partie des SSI pour le gérer. Quand on parle de self, c'est-à-dire identité auto-souveraine, là, il y a l'aspect auto, il y a l'aspect souveraineté. Utiliser des protocoles d'authentification qui sont Zero Knowledge Proof sont très importants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous permet de faire des authentifications où on garde le contrôle sur ce quoi ou bien ce dont on fait l'authentification. Et bon, le fully homomorphisme, s'il est implémenté dans une création, dans une solution SSI, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que les données restent chiffrées. Les données restent chiffrées et partagées, et on peut exécuter des opérations là-dessus. Mais en soi, il n'est pas forcément nécessaire d'implémenter le fully homomorphisme. Il n'est pas non plus nécessaire d'implémenter la blockchain, mais il y a des articles qui ont fait des études sur le fait d'implémenter une SSI avec la blockchain. À quel point on gagne de l'efficacité, ou encore on coche les critères de CLN, que je vais présenter juste après. Si on implémente avec des ZKP, à quel point on atteint nos objectifs qui sont les critères de CLN, etc. Donc, en gros, c'est ça. Donc, du coup, si vous voyez sur les motivations pour développer l'axe, j'ai mis en noir contrôle et centré. Contrôle, parce que c'est l'aspect qui est crucial dans les self-sovereign identity. Le fait d'avoir le contrôle sur ces données, c'est de choisir avec qui on le partage, quand est-ce qu'on le partage et quand est-ce qu'on veut l'effacer, tout simplement. C'est-à-dire qu'est-ce qui est exécuté, qu'est-ce qu'on fait sur nos données ou pas. Avoir le mot à dire sur nos données. L'aspect centré, ça vient avec le fait que si on l'implémente de façon comme une DID d'abord, ça part de nous, c'est-à-dire qu'on crée la preuve d'authentification nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se libère des tierces de confiance non souveraines, qui ne sont pas l'État, par exemple. Et donc,
Bah, on va commencer avec les critères de CNN. La définition, c'est à peu près ce que je disais tout de suite. On va attaquer les critères de CNN, qui sont très importants dans le développement d'une SSI. Bon, qui peut ne pas être forcément partagé par tout le monde dans l'état de l'art. Mais de plus en plus, les critères de CNN sont utilisés pour auditer les SSI. Pourquoi? Parce que si on dresse, comment on appelle, les 11 critères, on les sépare en 3 parties. Avant l'assertion vérifiable, on les sépare en 3 parties. Il y a l'aspect sécurité, l'aspect contrôle et l'aspect cycle de vie. L'aspect sécurité, ça va être de protéger les données. Si X entreprise propose une solution SSI, il faut qu'elle respecte ces 11 critères. Ces 10 critères d'abord. Ensuite, le 11e critère qui est tout simplement évident. Qui est l'assertion vérifiable, parce que toute preuve, il faut que ça soit vérifiable. Mais encore, pour commencer sur l'aspect sécurité, protection des données à caractère personnel, persistance de l'identité numérique, la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire si c'est des données personnelles, que la solution que l'on propose puisse la protéger. Voilà. Persistance de l'identité numérique, que l'identité numérique puisse, une fois délivrée, que ça puisse, que ça reste, ça soit toujours présent, prêt à être utilisé pour une authentification, que l'on puisse y accéder comme on veut, quand on veut. Minimalisation des données, qui est l'aspect le plus important, c'est de minimaliser les données qu'on partage. Et je vais m'arrêter un peu sur ça, parce que si par exemple, on se balade sur Internet, on passe notre temps à s'authentifier presque dans chaque service qu'on veut avoir. Il nous faut nous authentifier souvent, en cas souvent. Et lors de l'authentification, on nous demande des informations. Parmi ces informations qu'on nous demande, il y en a qui sont pertinentes dans la demande, il y en a qui ne le sont pas. Par exemple, ce n'est pas à chaque fois que je suis sur Internet, partager ma position n'est pas toujours pertinent. Mon âge n'est pas toujours pertinent. Donc, du coup, si je suis sur une page Internet où je m'authentifie, je demande des services, je veux acheter quelque chose ou pas, ou faire autre chose, la minimalisation des données, c'est quoi? Ça va être de fournir très exactement l'information dont tu as besoin, la page, mais qui est pertinente dans la demande, donc sur la requête. La requête que j'aimais, toutes les informations qui sont pertinentes, je les partage. Toutes les informations qui ne sont pas pertinentes, je ne les partage pas. Donc, du coup, la minimalisation des données, c'est très, 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 très important. C'est un aspect très, très, très important parce que tout simplement, ça nous évite. Si on l'appliquait, par exemple, on aurait moins d'exploitation de nos données. Parce que les métadonnées que les grands groupes comme Google ou Facebook disposent de nous seraient fortement diminuées. Ensuite, il y a le contrôle, c'est l'unicité de l'identifiant qui est logique parce qu'un identifiant doit identifier une personne ou un groupe si c'est un espace ou un groupe qui définit un groupe, du moins, donc l'identifiant d'un groupe. En tout cas, ça doit spécifier une entité unique. Contrôle par l'utilisateur, que l'utilisateur ait le contrôle sur ses identités. Identifiant, ça va être... Parce que depuis tout à l'heure, je n'ai pas précisé une chose. Quand on dit SSI, ce n'est pas forcément que identité, mais l'attribut y rentre et les identifiants aussi y rentrent. L'attribut, ça peut être mon âge, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qui m'identifie forcément. Ça peut être mon âge, mon sexe, etc., etc. Mais aussi, ça peut inclure mes identifiants, comme par exemple mon numéro de sécurité sociale, qui est un identifiant. Voilà. Mais si ce n'est pas mon identité réelle, ça peut être un identifiant. Consentement de l'utilisateur. Voilà. C'est une solution SSI qui se propose. Il devrait respecter le consentement de l'utilisateur. Cycle de vie, interopérabilité. Transparence, code ouvert, accessible, portabilité. Bah, sur la transparence et code ouvert, d'ailleurs, la récente vidéo de Lee qui parlait de NSA qui proposait, par exemple, un standard sur les groupes elliptiques, du moins, en tout cas, comment on appelle ça, qui propose, par exemple, un standard pour
sur lequel on se base pour utiliser les coupes électriques. Par exemple, s'il n'y avait pas de gens s'il n'y avait pas de chercheurs qui ont pu identifier, en tout cas étudier la proposition et sonner l'alarme du moins, aujourd'hui, on serait dans un cas où on n'a pas de souveraineté. Donc, du coup, dans les critères d'une solution Sovereign Identity, il y a la transparence et un code ouvert accessible. Et la portabilité, ça va être de proposer quelque chose que tout le monde, moi, si ça me concerne, que je puisse transporter ça là où je veux, quand je veux. Mais l'interopérabilité, pourquoi je l'ai tracé en noir? Parce que c'est très important. Parce que si on part sur un SSI ou qui est adopté uniquement par la France et qui n'est pas adopté par l'Allemagne, bah, tout ce que j'aurais fait si je sors de France, je ne pourrais plus utiliser tout simplement mon SSI. Donc, du coup, c'est très important l'aspect interopérabilité. Donc, au sein de l'Union européenne, en tout cas, ça peut régler plein de choses et que l'Union européenne en masse peuvent réclamer et parler, se battre, genre défendre les intérêts européens avec les Américains et les Chinois et les imposer à ce qu'ils acceptent, par exemple, cette solution, parce que sinon, ça serait problématique. Ou en tout cas, ça sera insuffisante, tout simplement. Bon, assertion vérifiable, ça va être que la preuve que l'on présente, que l'on puisse la vérifier. Donc, du coup, je pense que j'ai assez présenté les solutions Sovereign Identity. Alors, Voici les 3 critères. Et tout ce qui va suivre maintenant, ça va être des techniques mathématiques qui vont amener un apport parmi l'un de ces points. Ça peut être l'utilisation de la blockchain que je ne vais pas présenter ici, ni la blockchain, la technologie blockchain. Quand je parle de technologie blockchain, j'inclus dedans les smart contracts, les les codes intelligents, les contrats intelligents du moins. Je ne vais pas le présenter parce que sinon on dormirait ici. Mais par exemple, la blockchain apporte la disponibilité, l'accessibilité, tu vois, l'accessibilité si tu as un SSI qui est implémenté sur une blockchain, peut nous apporter une accessibilité, peut nous apporter une intégrité, une disponibilité, une vérifiabilité, etc., etc. Le smart contract peut nous imposer, peut nous amener le fait que l'exécution ne puisse pas être révocable ou en tout cas, comment on appelle ça, on ne peut pas nier, comment on appelle ça, réfuter, par exemple, toute action qu'on aurait fait en exécutant un smart contract. Mais je ne vais pas le présenter. Mais en tout cas, si c'est les Zero Knowledge Proof et la cryptographie homomorphe, ça va être des aspects qui peuvent contribuer à cocher ces critères, par exemple. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions avant que j'avance. Alors, il y a une question de Peva dans le chat qui demande si il y a une condition d'avoir un identifiant unique par utilisateur. Si, est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une condition là, dans ces critères pour avoir un utilisateur au plus un identifiant? Au plus un identifiant. Ouais. Pour pas que Non. quelqu'un puisse avoir plusieurs identifiants. Oui, oui, tu peux avoir plusieurs identifiants. C'est juste que chaque identifiant que tu aurais. En fait, en gros, tu peux avoir, normalement, en principe, tu peux avoir plusieurs attributs, plusieurs identifiants, mais qui sera attaché à une seule identité réelle. Parce que ça, c'est genre, il y a des propositions qui partent dans ce sens. Tu peux avoir d'autres propositions de self-sovereign identity où eux, dans leur conception, ils ne veulent pas l'attacher à une identité réelle. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit que Mohamed ait plusieurs identifiants, plusieurs attributs, mais qu'il puisse tout simplement s'authentifier avec, prétendre avoir des services avec, etc., etc. Mais en soi, ça dépend. Ça dépend si est-ce que toi, tu veux que ça colle plus à la vie réelle ou pas. Parce que les deux, ça peut apporter par exemple, des avantages et inconvénients. Si on prend, par exemple, les SSI qui sont liés à une seule identité unique qui est réelle, ça nous permet à ce que s'il y a des dérives sur Internet, qu'on puisse juger la personne, qu'on puisse savoir qui a fait quoi en remontant l'identité. Mais si c'est des identités où il y a plusieurs identifiants décentralisés en plus de ça, qui ne sont pas rattachés à une personne
unique dans la vraie vie. Ça peut être intéressant aussi, même si on ne parvient pas à tracer par exemple, les actions de la personne sur Internet. Ça peut arranger dans un environnement où il y a la dictature, par exemple. Parce que il serait difficile, tout simplement, une fois implémenté et lancé, il sera difficile pour le dictateur de savoir qui a fait quoi. Parce que si tel identifiant est cramé, je peux la jeter, par exemple, et utiliser une autre. Extra, extra. Et c'est que, d'ailleurs, pour la personne qui pose cette question, ces façons d'implémenter les SSI ou pas, genre rattachées à une identité unique ou non, lequel est meilleur ou pas, je le suggère de s'intéresser sur tout ce qui est crypto-monnaie. C'est là-bas où, par exemple, cet enjeu, genre cette balance de est-ce qu'on part sur quelque chose qui est traçable ou est-ce qu'on part sur quelque chose qui est complètement, qui brouille toutes les pistes, comment est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Est-ce qu'on est maximaliste si on part dans ce sens-là? Est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on collabore avec l'État? Est-ce que c'est de la souveraineté, etc., etc. Voilà. Et aussi, par contre, exemple, si c'est chez les réseaux véhiculaires, on a besoin de plusieurs identifiants, mais rattachés à une identité unique. Pourquoi? Parce que si la voiture envoie un mauvais message, par exemple, qui cause un accident, il faut l'identifier comme attaquant. Il faut l'identifier et donc, le fait aussi d'avoir plusieurs identifiants, ça va servir à protéger sa confidentialité, à ce que les autres ne puissent pas le tracer, mais qu'il y ait une entité qui va être la Central Authority qui, lui, peut le tracer. Dans ce sens-là, il faut rattacher plusieurs identifiants à une identité. Cool. J'ai répondu à cette question? Bon, Parce que lui, je vois pas les. Moi, je vois que, comment on appelle ça? Ouais, tu vois Je que vois c'est. que le diapo, je vois pas les messages. Ouais, il a dit c'est bon. C'est Il a bon? dit yes, merci. Tu peux continuer. Ok. D'accord. Donc, bon, on va commencer avec, donc, enchaîner sur les erreurs knowledge proof maintenant, qui est un aspect très, très, très important qui touche à la fois la partie contrôle, qui touche à la fois la partie sécurité, parce que ça protège les données, en tout cas, ça peut protéger les données à caractère personnel, mais ça aussi, ça nous donne un contrôle. Tu vois, une société, il y a un contrôle par l'utilisateur et par son consentement. Alors, euh, les error knowledge proof, c'est quoi? C'est des protocoles à divulgation nulle. Voilà, c'est des protocoles où l'on fournit des preuves sans divulguer une information non pertinente. C'est-à-dire, si je dois prouver que je connais, euh, je connais le lien qui me permet de me connecter avec vous, je n'ai pas besoin de vous partager ma carte ou pas. Excusez-moi, je vais brancher mon PC. Et aussi, oui, désolé. Les erreurs neurologiques dans les SSI, pourquoi ils sont importants? Parce que ça nous permet de régler cette histoire une bonne fois, qui est la séparation entre l'authentification et l'identification. C'est-à-dire que si vous prétendez avoir l'accès quelque part, si vous partez à la BU par exemple, à la bibliothèque universitaire, si pour emprunter un livre ou bien même accéder à la BU, vous devez vous présenter une carte, vous devez vous authentifier si est-ce que vous avez le droit d'être ici ou pas. Le fait de donner votre carte, c'est de l'identification, ce n'est pas de l'authentification. Parce qu'en donnant votre carte, sur la carte, il y a des informations non pertinentes au fait de prouver tout simplement est-ce que vous avez accès ici ou pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est des informations qui vous permettent de mettre un nom, prénom, âge, date de naissance sur un visage. Par exemple, le cas où ça serait une authentification, ça serait quoi? Ça serait tout simplement une carte que l'on peut poser sur un détecteur numérique qui puisse envoyer une lumière verte pour dire la carte est OK, suivi d'une photo où la personne peut regarder la photo et voir si est-ce que cette carte vous appartient ou pas. Est-ce que vous n'avez pas emprunté la carte? C'est suffisant. C'est-à-dire, c'est poser sa carte. Est-ce que
puce soit reconnue comme une puce valide dans ce système. Et cette puce, est-ce que la personne qui l'a présentée, ça lui appartient ou pas? Votre nom, votre prénom, votre date de naissance n'est pas pertinent. Dans le cas où vous le mettiez et que grâce à ces informations, on puisse dire, ah, lui, c'est Mohamed, il habite tant, machin, et que ça me suive toute la vie, ça, c'est une identification. Ce n'est pas une authentification. Maintenant, les erreurs knowledge-proof dans les SSI, parmi les choses qu'ils peuvent régler, c'est la séparation de l'identification et de l'authentification. Par exemple, vous n'aurez plus besoin de présenter votre pièce d'identité pour prouver que vous avez une preuve d'identité. Par exemple, pour voter, supposons que pour voter, vous devriez montrer votre carte. Bon, ce n'est pas pertinent. Il suffit de créer une preuve du fait que vous êtes apte à voter. C'est tout ce qu'on a besoin. En fait, le fait de montrer sa carte ou son permis n'est pas pertinent. Donc, du coup, les erreurs knowledge-proof, voilà parmi les choses qu'ils peuvent apporter. Et il y en a d'autres, hein, si sur la blockchain, elles sont implémentées sur Ethereum ou pas, pour la scalabilité, pour accélérer les choses, pour accélérer les calculs et les vérifications, mais ils sont plus implémentés pour ces raisons que pour prouver une identité. Et aussi, j'éclaircis ce dernier point. Il y a plusieurs ZKP et chaque ZKP avec son implémentation. C'est-à-dire, si vous prenez Bulletproof, ce qu'il fait, c'est différent de ce que va faire ZK Snark. Bulletproof, ça va vous faire une preuve du fait que vous disposez d'un entier qui est compris entre A et B. Voilà, genre preuve d'être inclus dans un intervalle. Différemment de Snark qui peut vous prouver que, par exemple, vous avez exécuté tel circuit arithmétique. Donc, du coup, l'image qui explique à peu près qu'est-ce que c'est que les erreurs knowledge-proof en image, c'est qu'on a Bob et Alice. Alice rentre ce qu'on appelle la caverne d'Alibaba. Alice rentre dans la caverne. Alice prétend tout simplement connaître la clé qui ouvre cette porte. Donc, du coup, Alice rentre et prend une des chemins. Bon, au bout de quelques temps, Bob rentre à la porte devant et lui demande de sortir par un des côtés. Bon, sachant que s'il lui demande A, Alice sort du côté de A. S'il lui demande B, Alice sort du côté de B. Mais avec une probabilité à ce que Alice demande A, sachant que Bob demande A, sachant que Alice était rentrée du côté de A. Et donc, du coup, dans ce cas, il n'aura pas ouvert la porte. Elle serait tout simplement ressortie en rebroussant chemin. Donc, du coup, ça, il y a une chance sur deux que ça arrive. Donc, ce procédé, il faut le répéter 1 sur n, n fois du moins. Et une fois répété 1 sur n fois, on a probabilité à ce que si Alice, à chaque fois qu'on la demande de sortir de ce côté, sort du bon côté, et on peut dire qu'elle connaît la clé de cette porte avec une probabilité, une chance sur 2 puissance n, à ce qu'elle ne la connaisse pas. Donc, du coup, c'est probabilistique. Comme la plupart des erreurs knowledge-proof sont probabilistiques. La plupart. Donc, dans les erreurs knowledge-proof, on distingue deux classes. Il y a la classe interactive et il y a la classe non interactive. La classe interactive est similaire à... C'est des protocoles où parle directement à... Non, Bob parle à Alice et Alice exécute. Genre, ça se passe en temps réel. La preuve, la génération de la preuve et sa vérification se passent simultanément. Il faut qu'ils échangent et qu'ils lui donnent un challenge, sort du côté A qui sera ici le challenge, et qu'Alice va prouver qu'elle connaît en sortant du côté qu'on a demandé. Ça, c'est la réponse à la preuve. C'est ce qui va servir de preuve. Et Bob va vérifier en regardant de quel côté il sort. Donc, du coup, comment on appelle ça? On peut, parmi les erreurs knowledge proof qui sont interactives, il y a le Schnorr, il y a le Guillaume du Square. Ils ont un aspect, les erreurs knowledge proof interactives ont un aspect, par exemple, qui est sécurisé parce que le challenge est donné par Alice contribue
dans la génération de la preuve. C'est-à-dire qu'il est là, elle choisit elle-même d'une variable aléatoire, elle choisit elle-même une variable aléatoire, un nombre, tout simplement à donner à Bob, et Bob va construire la preuve en fonction de ce nombre. Et voilà. Donc, du coup, c'est pas mal comme protocole. Mais sa faille, ça va être du fait qu'il faut qu'Alice soit présente au moment où Bob crée la preuve. Et ça, sur Internet, ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. Si je me connecte sur le site Internet à 2 heures du matin, ça se trouve, les gestionnaires du site sont en train de dormir. Ou du moins, le détenteur même du site n'est pas obligé d'être là à chaque fois comment on appelle ça, à se présenter lors de l'authentification de chaque utilisateur. Donc, du coup, c'est peu pratique. Donc, du coup, ce qui nous amène au non-interactive Zero Knowledge Proof, qui, genre, exemple, Slark est non-interactive, où le prouveur crée la preuve, tout simplement, et la stocke quelque part, et part. Et s'en va. Alice ou Jay ou Bob ou une autre personne pourra tout simplement venir prendre la preuve et la vérifier. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique, même si lors de la création de la preuve, si on prend le cas de Snark et Stark, surtout Stark, par exemple, il y a une communication avec l'oracle. L'oracle, on peut prouver que c'est sûr. Peut-être même qu'on peut prouver que c'est plus sûr qu'un être humain qui fixerait le challenge. Mais, ouais, disons ça. Mais quand même, il n'y a pas de... C'est pas un être humain qui fixe le challenge. Donc, les Zero Knowledge Proof ont des propriétés. Si on dit qu'un protocole est Zero Knowledge Proof, il faut que ça vérifie trois propriétés. Sinon, il y aurait plusieurs codes qui se prétendraient être Zero Knowledge Proof. Il y a l'aspect consistance. La consistance, ça consiste à... C'est la consistance... La consistance, qu'on appelle completeness en anglais, c'est si Alice connaît bien X qui donne Y, si Alice passe par le protocole qui se dit Zero Knowledge Proof, il doit être capable de prouver grâce au protocole, il doit être capable de prouver qu'elle connaît X. C'est-à-dire, s'il suit l'algorithme doit être consistant. C'est-à-dire, on doit s'attendre à ce que la preuve, si elle connaît bien sûr, si elle lui donne tous les éléments permettant de calculer la preuve de connaissance, il faut que Alice puisse constater que cette preuve, que Bob connaît bien X. Ça, c'est la consistance. Maintenant, la robustesse, ça va être un peu l'inverse. C'est que si Bob ment et passe par le protocole, c'est-à-dire Bob ne connaît pas X, mais bidouille et crée une preuve, normalement, le vérificateur doit le détecter une fois qu'il aura exécuté la vérification, la partie vérification. Et troisièmement, la divulgation nulle d'information. C'est-à-dire que si on suit le protocole, il y a nulle information qu'on peut extraire de la preuve que l'on nous a présentée. Nulle information non pertinente. C'est-à-dire les seules informations qui vont être pertinentes, ça va être des informations liées à la preuve. Voilà. Donc, là, je vais présenter, dans ce qui suit, je vais présenter à peu près ce que j'ai fait, moi, durant mon stage, qui était une proposition de Self-Sovereign Identity, implémentée avec les ZKP et la technologie blockchain. Je vais y venir rapidement. Donc, du coup, si vous avez des questions, avant que j'attaque cette partie. Non? OK. Donc, du coup, comme l'article sur lequel j'avais travaillé durant mon stage, qui était un CSI-ZK, se base sur deux ZKP, genre deux protocoles ZKP. Un protocole purement Zero Knowledge Proof, qui est le protocole Zcash-Nord, qui est très pratique dans le fait de prouver qu'on dispose d'un élément. On peut le modifier pour prouver qu'on connaît plusieurs éléments.
Ça, c'est sûr. Mais ce qui est très, très pratique, en tout cas, pour prouver que l'on connaît, par exemple, X, sans le révéler, le protocole Zcash-Nord est très, très, très intéressant. Maintenant, il faut savoir que le protocole Zcash-Nord, euh, initialement, est interactif. Mais pour que ça soit non interactif, on fait ce qu'on appelle la transformation de Fiat-Shamir. On va utiliser une fonction de hachage pour remplacer le challenge. Et en deuxième partie de cet article, il y a le ZKP original où on a proposé un zero knowledge proof qui prouve la connaissance de A et B, mais de façon liée, c'est-à-dire où on prouve plusieurs éléments en même temps, de façon liée, mais liée aussi avec la preuve Zcash noir. Donc, ça se ressemble un peu les deux preuves d'ailleurs. On peut switcher de ZK zero knowledge, le zero knowledge qu'on propose dans le papier. On peut en tout moment switcher et le transformer en ZKP Schnorr. Ça fait partie des avantages. Donc, du coup, le protocole Schnorr, c'est quoi? Ça, c'est le cas interactif. Ou non, non, c'est le cas non interactif après la transformation de Fiat-Shamir, parce qu'il y a cette partie-là. On a Bob qui tire au hasard S. On suppose qu'il est en train de générer sa clé privée. Une fois qu'elle a sa clé privée, G puissance S à donner. Et je n'ai pas précisé. En fait, le Schnorr, on peut l'implémenter avec les courbes elliptiques aussi. Mais ici, dans la présentation, tout ce que je vais présenter, je l'implémente qu'avec sur les corps Z sur PZ. Parce que c'est beaucoup, beaucoup plus pratique pour moi. Et pour même l'expliquer, la multiplication, il n'y a pas besoin de beaucoup de définitions préalables sur qu'est-ce que c'est que cette multiplication, cette addition, même si ce n'est pas exactement la même addition, mais ça y ressemble presque. Donc, du coup, voilà. Lors de la création de sa clé publique qui était privée S. Donc, du coup, il calcule le challenge. C'est ça la transformation de Fiat-Shamir. C'est le fait de s'abstraire de Alice. Au lieu qu'Alice lui envoie un C qui devait être le challenge, il va prendre C et mettre que C, c'est le H de G, de Y et de T. Fait ainsi, c'est comme si, par exemple, Bob posait une empreinte sur la preuve qu'elle va générer dans le futur. C'est-à-dire qu'elle va lier T lors de la vérification. Le résultat obtenu est une fonction de T. On doit trouver T, mais T qui est une fonction de T. Donc, du coup, c'est pour éviter d'anticiper c'est pour éviter de tout simplement se fixer un T et de générer la preuve pour que ça colle. C'est-à-dire faire des bidouillages mathématiques afin de pouvoir donner un R tel que si on fait G puissance R, Y puissance C égale à T. T'as pas défini X et Y là, c'est. C'est pas défini X et Y. X, excusez-moi donc, parce que ouais, je pense que peut-être même dans ce qui suit, il y aura des choses que j'aurais pas définies. Mais en gros, en fait, X ici, c'est le secret qu'on veut protéger, qu'on dispose. Et admettons par exemple notre numéro de sécurité sociale. Et on veut prouver tout simplement que on connaît X tel que G puissance X égale à Y. Y va être l'information qui peut être publique, qui peut être peut-être même modifiable, qui n'est pas, qui n'identifie pas une personne de façon unique. C'est-à-dire, supposons que juste avant de me connecter sur le site de l'I, pour faire cette présentation, on me demandait par exemple une justification disant que j'ai bien un numéro de sécurité sociale. Mais on ne veut pas que l'entreprise de l'I stocke des informations qui m'identifient de façon unique. Ça pourrait être, comment on appelle ça? La sécurité sociale pourrait tout simplement m'aider à créer un Y qui, en fonction de mon numéro de sécurité sociale, ce Y-là peut être jetable. Parce que si je change G, qui est un générateur, le générateur du groupe, ah non, j'ai rien défini ici. Hein. mais j'ai rien défini ici. Mais supposons que on est dans un groupe, fini, dans un groupe d'ordre P,
On a qui est s'il est d'ordre pair, il est d'ordre pair, donc il est automatiquement cyclique, il a un générateur. D'ailleurs, tous les éléments sont générateurs d'ailleurs. Du coup, G, supposons que c'est le générateur du groupe. Si on change de générateur, G1 par exemple, si on fait G1 puissance X, ça va donner un Y différent. Mais le X reste le même, exemple. Donc, ici, dans ce protocole-là, on va se proposer de prouver qu'on connaît X, tel que si on fait G puissance X égale à Y. L'Y est l'information qui nous est publique. Supposons que vous voyez sur votre écran un numéro, et moi, je dois vous prouver que je suis la personne qui doit faire cette présentation. Je vais faire une preuve de Schnorr en fonction de mon numéro d'identité. Je vais faire G puissance X, ça me donne Y, donc du coup, je vais passer par ce protocole et vous prouver que je suis la personne qui est censée faire cette présentation, sans vous donner mon identité, sans vous donner mon numéro d'identité ou bien mon numéro de sécurité sociale. OK? Donc, du coup, voilà. C'est ça ce qu'on appelle la réponse. Ça va servir à vérifier la preuve. Du coup, qui se constitue comme ça, S moins C fois X. C, je l'ai expliqué ici. Et Alice va vérifier si est-ce que T, c'est bel et bien égal à G puissance R, point YC. Alice vérifie si T est égal. Bon, je l'ai répété 2 fois. Voilà. Ça, c'était la preuve de Schnorr. Des questions? Il n'y a pas de question, mais peut-être juste pour clarifier un petit point, c'est que R ne révèle pas d'informations parce que S est aussi aléatoire. Et que Oui. du coup, Alice, voilà, elle peut pas apprendre de choses sur X en sachant R parce qu'il y a eu ce S qui brouille un peu les pistes, quoi. S est aléatoire et que X est inconnu. Donc, du coup, on se retrouve à une équation à 2 inconnus alors qu'on n'a qu'une seule équation. Et d'ailleurs, merci Lee, parce que tu m'as rappelé une chose qui est importante. Avec ce protocole de Schnorr, il faut, si tu dois refaire une autre preuve Schnorr, il faut changer de S. T. Parce que si tu donnes si tu fais la preuve 2 fois, sachant que tu vas toujours garder, le G sera le même, le Y sera le même. Bon, le T, même si il est différent, le C, si c'est public, bah, si je pose un système d'équations, je peux te soutirer X. Si je ne change pas de clé. Parce qu'il se faut si c'est R1 égale à S moins C1 fois X, R2 égale à S moins C2 fois X. Si je fais R1 moins R2, les S sautent, ça reste donc R1 moins R2 égale à X, C1 moins C2 fois X. Ou C2 moins C1 fois X. Et donc, du coup, par cette procédé, on va choper X. Et donc, c'est l'une des points embêtants avec le protocole Schnorr, parce qu'à chaque fois qu'on doit refaire une preuve Schnorr sur les mêmes secrets, il faudra changer de clé secrète ou en tout cas regarder comment on va faire pour changer le G de façon à ce qu'on ne puisse pas toujours choper. Le mieux, c'est à chaque fois régénérer un autre S, c'est-à-dire à chaque session, ce qui n'est pas un problème, hein, parce qu'à chaque établissement de connexion, on pourra tout simplement générer un aléa S et un T. Dans ce cas-là, on est protégé. C'est bon, je continue. Je pense que c'est bon. OK. Donc, du coup, pour l'autre partie de ZK que l'on propose dans le papier, on part sur d'abord le fait de prouver que l'on connaît 2 éléments à la fois, qu'on connaît A et B, tels que A fois B égale N, par exemple. C'est-à-dire on connaît la factorisation de N, tel que N égale à A fois B. Et pourquoi à première vue, on peut switcher, avant de commencer même, on peut switcher à du Schnorr, du Zerno le Schnorr dont je parlais ici. C'est que l'on peut d'abord poser que G puissance A égale à Y, Y qui est public, et faire la preuve que l'on connaît
B tel que Y puissance B égale à sigma, par exemple, A point B. Ou vice-versa. Pour faire G puissance B égale Y et prouver que l'on connaît A tel que Y puissance A égale B. Ensuite, revenir faire la preuve sur le fait que l'on connaît A tel que G puissance A égale à Y. Donc, on va faire deux schnorrs. Si on fait deux schnorrs consécutifs sur cette exponentiation, on pourra prouver que l'on connaît bien A et B. Donc, du coup, pour simplifier, on va partir sur la décomposition de la... On passe l'identité remarquable, tout court. On fait A plus B. Pour nous éviter de faire ces deux preuves et pour la pertinence même d'aborder cette méthode-là, au lieu de tout simplement faire deux schnorrs à la suite, c'est l'aspect lier les deux preuves et même jouer sur le fait qu'on switch sur des différents générateurs qu'on va voir après. Donc, du coup, ici, on part sur M, K et O, qui sont des clés, qui sont qui vont servir de clés d'information à donner pour vérifier, par exemple, la connaissance, la preuve de connaissance. Ici, on va faire leur, comment ça s'appelle, M, K et O, comment ils sont donnés aussi. C'est très intéressant parce que dans la vérification, on va utiliser que deux opérations. On va faire M fois K fois O, qui est une multiplication. D'un point de vue complexité, c'est rien par rapport à si on utilisait des schnorrs. Et une addition. Donc, du coup, en termes de coût, ce n'est pas grand-chose. Donc, on prend l'identité remarquable A plus B égale au carré, qui donne A au carré, B au carré, plus B au carré, plus 2AB. Donc, du coup, G puissance 2AB va être égal à quoi? G puissance A plus B moins G puissance A au carré moins G puissance B au carré. Donc, du coup, le O, c'est ce qu'il représente. Ça va représenter G puissance moins A au carré, car G puissance moins B au carré, et M, G puissance AB. Le 2, il a disparu parce que, ouais, il va venir après. Donc, le U, il est posé comme ça, comme l'échange. Ça va être de faire G puissance Y plus M, non, M plus K fois O. Donc, si on regarde, ça, c'est trois variables, si l'on veut. Trois variables et déterminer, pour déterminer trois variables, on a besoin de trois équations composées de qui est une combinaison linéaire, si on veut, de ces trois. Donc, la première équation, on l'obtient même au sein du H, qui va être intéressant pour après. Et la deuxième équation, ça va être la multiplication M fois K fois O. Parce que si on multiplie ces trois, on va avoir G puissance 2AB déjà. Et le fait d'avoir K plus O. Est-ce que je l'ai noté? Ouais, voilà. Voici les trois équations qui rendent unique l'équation. MK et O, c'est les triplés. K plus O, M puissance moins U, c'est-à-dire le petit m, plus K fois O, le petit K et O, et cette équation. Oui, donc, ici, Alice si Bob, par exemple, veut faire cette preuve de connaissance qui connaît A et B, tel que G puissance AB égale à, qui connaît AB, tel que A fois B c'est égal à N, on peut le voir comme qu'il connaît tout simplement la décomposition, par exemple, comment on appelle ça, de A fois B comme une décomposition de A au carré, B au carré, plus A plus B de tout au carré. Une combinaison linéaire et quadratique de A et B. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? On va créer M comme étant sigma U fois... on va mettre ça, on va mettre ici U. U. Donc, du coup, K va s'écrire comme ça, O va s'écrire comme ça, M va s'écrire comme ça. Il faut noter que grand M et petit m sont différents. Sur grand M, il n'y a pas de petit u.
Il n'y a pas ce U-là. Et sur, pareil que pour les autres, hein. Les minuscules, il n'y a pas de U, il n'y a pas de challenge, de défi. Et sur les grands, il y en a. Donc, pourquoi ça a son importance ici? C'est qu'Alice, lorsqu'il va envoyer à Alice pour la vérification, bah, Alice va d'abord calculer U, voir si est-ce que U, déjà, est-ce que c'est une fonction de U? Et que, par exemple, est-ce que le haché correspond? Si je t'envoie, par exemple, MK et O, est-ce que la première chose qu'elle va faire, ça va être de les hacher et de voir si est-ce que ça correspond à U. Voilà. Donc, du coup, U, à la fois, c'est un challenge, mais à la fois, c'est une empreinte des MK et O. Il va vérifier si est-ce que K plus O, petit K plus petit, du moins, il va vérifier si est-ce que K plus O égale à sigma, qui va être présent sur la blockchain. Est-ce que M fois K fois O va être aussi une information qui est sur la blockchain? Il faut savoir que M fois K fois O, ça va être des bouts, des parties, des informations nécessaires à l'authentification d'Alice qu'on va mettre sur la blockchain. Voilà. Donc, sur la blockchain, on va mettre K plus O, le U challenge, qui est une empreinte, et voilà, c'est M fois K fois O. Donc, du coup, une fois que je te donne MK fois O, tu vas faire ces opérations. Et une fois que c'est vérifié, tu vas être sûr et certain que j'ai bel et bien un compte GLCL. Voilà. Mais bon, dit comme ça, il faut. Dit comme ça, il faut vraiment imaginer un cas d'usage pour voir, par exemple, ce que ça fait. Ça, si est-ce que c'est, à quel point c'est important. Euh, voilà, et vient ensuite les liens, le fait de lier les preuves, c'est de poser les puissances comme des suites. Voilà, on a XI qui est, qui est la suite XI-1 fois PI. PI, il faut savoir que c'est secret. Supposons qu'à chaque fois que je vais dans une entreprise où je crée un profil là-bas, qu'il me demande une preuve de telle chose, une fois que je le réussis, je génère un PI qui sera mon nom, c'est-à-dire comme mon identifiant de compte, au sein de cet organisme. Ensuite, comment on appelle ça, aussi, je vais dans une autre entreprise qui me demande ma pièce d'identité, une preuve d'identité, une preuve de banque, une preuve de sécurité sociale, sachant que j'avais déjà fait ma preuve d'identité avec le Schnorr. J'avais fait récemment avec LCL, comment on appelle ça, ma preuve d'identité, qui a vérifié ma preuve d'identité. Et donc, une fois que c'est réglé, je génère un pays qui leur est propre. Donc, du coup, je dispose de ces deux-là. Donc, la troisième personne qui me demandera une preuve de ces deux-là, j'aurais plus besoin de venir lui faire une preuve d'identité, une preuve de banque, ou bien j'aurais pas besoin tout simplement de lui donner mes documents. Je peux tout simplement utiliser la récente preuve que je vais utiliser, par exemple, ce protocole, par exemple, et lui donner juste un MKO où le A sera égal à PI et le B sera égal à XI-1. Et ça, quand on voit ici XI-1, ça va détenir l'information des précédentes preuves d'identité ou bien preuves de documents ou d'attributs, etc., etc. Et donc, du coup, le fait de l'écrire ensuite, ça nous permet d'avoir que plusieurs preuves liées à plusieurs triplés MKO, de telle sorte qu'on puisse les aligner et choisir comment est-ce qu'on fasse la preuve sur l'un ou l'autre. Vous avez des questions? Je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Je pense que tu peux continuer. D'accord. Bah, du coup, ce que j'expliquais tout de suite, ça va être beaucoup plus facile avec un schéma. Je vais revenir sur le schéma vite fait. Voilà ces deux schémas. Ça, c'est la partie où l'on prouve son identité. Supposons dans la société, quand on est en France, normalement, si vous avez remarqué, je prends cet exemple. Si vous avez remarqué que quand vous vous connectez pour créer un compte ou bien faire des documents administratifs,
parfois ce n'est pas administratif, mais que vous êtes en train de prendre un poste ou peu importe. On va vous demander différents documents. Parfois, il y a votre pièce d'identité, il y a d'autres documents. C'est dangereux de le partager avec une personne qui n'est pas souveraine, c'est-à-dire une personne qui peut être une entreprise américaine ou une entreprise privée. Pourquoi? Parce que si vous donnez tous ces documents, il y a une façon simple, c'est la meilleure façon de vous identifier et de vous tracer. C'est-à-dire on va prendre votre identité réelle, qu'on va lier avec tous ces identifiants qui sont uniques et propres à vous-même. Et c'est fini. Genre, on peut vous tracer, on peut vous retrouver dans d'autres bases de données. Cette base de données peut échanger des informations qui vous concernent avec une autre base de données qui a des informations qui vous concernent. Même si, lors des documents que vous partagez, il n'y a pas tout. Par exemple, il n'y a pas votre, comment on appelle, sécurité sociale, il n'y a pas votre permis, il y a juste votre identité réelle rattachée à d'autres métadonnées. Une autre base de données va avoir votre identité réelle lié avec d'autres métadonnées. Si ces deux bases de données collaborent, on peut supposer que l'information est partagée et donc du coup, on vous identifie et vous êtes personnalisé, profilé de plus en plus que vous avancez sur Internet et que eux collaborent entre vous. Donc, pour s'occuper de régler ce problème, il faudra d'abord commencer par régler la preuve d'identité, c'est-à-dire éviter même de donner tout simplement notre pièce d'identité ou bien un identifiant qui nous identifie, même si on ne sait pas ce qu'il est, mais dès qu'on est traçable, on est traçable. Il faudra commencer par régler ce problème. Et c'est là où on utilise le Zcash Nord, la preuve d'identité. On a Alice ici qui va générer le couple XY. X, c'est son numéro qui est censé être secret. Y, c'est l'information publique. G puissance X égale Y, qui va envoyer à S. S va auditer l'unicité. Est-ce que c'est solide? Est-ce que, voilà, il va faire l'audit de ce couple. Une fois que c'est bon, il va le renvoyer à Alice Y' et HE. HE, c'est la fonction de hachage qu'elle utilise. C'est comme si cette phase, c'est une phase d'initialisation, disons. Et Y', c'est G puissance HE de X. Ça a son utilité dans cette partie. Il va lui renvoyer ça. Et de son côté, il va déployer sur une blockchain où l'on peut déployer des smart contracts. Il va s'authentifier ici avec Schnorr. Il va faire tout simplement une preuve de connaissance de HE de X, tel que G puissance HE de X égale Y'. Une fois que c'est bon, il va enregistrer ces informations. Ces informations, on peut les supposer comme le certificat de Alice. Pourquoi on a besoin de cette partie? On a besoin de cette partie parce que un zero knowledge proof, c'est un algorithme. Comme la signature numérique, c'est un algorithme. Tout le monde peut l'exécuter chez lui. Donc, du coup, pour l'exécuter et que quand vous allez le présenter, les gens puissent savoir si est-ce que cet algorithme n'a pas simplement été exécuté, mais que derrière la clé n'est pas reconnue par le système ou pas, il nous faut des certificats. En gros. Donc, du coup, les certificats, c'est ça leur intérêt, c'est ce qu'ils apportent comme valeur. Si c'est le cas des pièces d'identité, vous pouvez rentrer dans votre laboratoire, créer une pièce d'identité, genre une pièce d'identité qui trompe l'œil, où il y a des informations qui semblent correctes, votre photo, tout, mais derrière, ce n'est pas une pièce d'identité valide, c'est falsifié. Ce n'est pas reconnu par l'État français, parce que si on le fait rentrer, ce numéro n'est pas reconnu. Oui, parce que tout simplement, cette carte, il doit être associé à un certificat qui certifie de son authenticité. Donc, cette partie va servir à cela, parce que sinon, ça sera de l'anarchie. Je vais venir te faire une preuve Zcash Nord sur un couple XY que j'ai moi-même choisi au hasard, qui ne sont pas liés en aucun cas à une identité. Donc, voilà, c'est pour ça le 3 ici, voilà son importance. Maintenant, de son côté, Alice va faire une preuve Zcash Nord avec XY à Bob. Bob va l'exécuter, va voir que tout est OK. Maintenant, il va venir sur la blockchain, checker le certificat. Le certificat, il est fait de comment? Il est fait de T égale A. Ce T égale A. Y' qu'il avait reçu, fois sa clé publique et la clé publique de l'État, la personne qui l'a mise ici. Donc, du coup, il va multiplier par l'inverse. Il va faire Y' moins 1 fois T et regarder si est-ce que c'est bel et bien égal à T fois T'. Et une fois c'est OK, il va dire OK, c'est OK. Donc, on va supposer que
Alice a fait sa première preuve d'identité avec Bob. Donc, c'est une initialisation. Il a récupéré un Y', il a un HE de X. Maintenant, Peut-être, oui. juste pour être sûr que je comprends, si je peux revenir à la figure précédente. Là, en fait, Alice, elle prouve qu'elle connaît le X associé au Y, Mhm. mais elle prouve aussi que le Y a été validé par S, quoi, qu'il y a un lien entre le Y et Oui, le Y'. Ici. oui, Ok. c'est ça. Donc, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Maintenant, bon, maintenant, vu que je suis bordélique, excusez-moi, mais HSDX, notez bien que HSDX, voilà, dans la deuxième partie, le X0, c'est HEDX, HSDX. Et le Y', c'est G puissance N. Donc, ici, ces deux, ce couple-là, c'est intéressant dans la certification, mais aussi c'est intéressant pour que ça soit rattaché à la deuxième partie. C'est le pont qui va être fait sur notre identité réelle cachée avec nos documents, par exemple, cachés. Parce que sinon, on ne pourrait pas remonter et que, genre, pour mieux construire tout cela, et que ça colle plus à la vraie vie, parce que tu vas, si on vient voir une banque, on ne peut pas enlever le fait qu'il va nous demander des informations parfois qui peuvent être notre pièce d'identité et d'autres informations. Maintenant, autant en profiter. Supposons maintenant que Bob ici, c'est la banque. J'ai fait ma première authentification sur Internet avec la banque qui m'a demandé qu'une seule chose, une pièce d'identité. Supposons que c'est une banque numérique. Donc, du coup, si je le fais avec Bob, il faut en profiter du fait que j'ai fait cette preuve avec Bob. Donc, du coup, je vais utiliser Bob pour que les autres, quand ils vont me demander des preuves, que j'utilise le fait que j'ai déjà fait une preuve auprès de Bob pour créer une nouvelle preuve. Et c'est comme ça qu'on va brouiller les pistes d'ailleurs, pour que S ne puisse pas tracer facilement A et que Bob ne puisse pas identifier A tout au long de ce processus. Donc, du coup, vous remarquez, le Y' dont je parlais, il est là. Par contre, il n'est pas là. Il n'est pas là aussi. Parce que là, on va dire Lee, qui est ce B-là, lui, quand je vais lui prouver quoi, non, la banque, parce qu'ici, c'est la banque. Je viens de créer, par exemple, ma preuve de... Non, non, ça, c'est Lee. Excusez-moi, c'est Lee. Supposons que Lee, je dois lui faire une preuve d'identité, en même temps du fait que je suis solvable, j'ai une banque, du coup. Bah, je vais lui donner MKO, M1, K1, O1. Ce M1, K1, O1, ça représente quoi? Ça représente un secret A et B, où le A, c'est N, ce N-là, c'est le HS de X, HE de X, et comment on appelle ça? Le B, ça va être mon nonce, ma nonce du moins, ma nonce, qui est sur la base de données de ma banque. L'identifiant unique de ma banque. Bon, après, ici, c'est optionnel. Dans l'implémentation, on pourra choisir de se dire est-ce que la banque a besoin de connaître ce secret ou pas. Le cas où il le connaît, ça peut être très intéressant parce que les deux entités qui connaissent le même truc, ils peuvent utiliser du Diffie-Hellman pour voilà, vérifier si est-ce que c'est la même personne qui est en train qui a fait telle bêtise ou pas. Ça peut faciliter le cas où la banque connaît cette nonce-là, qui est B. Ça peut aussi renforcer la sécurité en se disant que voilà, je me suis authentifié, je vais mettre une information ici sans dire exactement quoi ça, je vais la chiffrer ou la hacher. Mais c'est juste qu'en m'authentifiant auprès de ma banque, je gagne je gagne comme avantage dans le protocole qui est d'y inscrire des informations d'authentification pour le futur ou même qui sont réutilisables si on veut. Voilà, donc du coup, je vais y inscrire Y', G1, sigma 1, LH1. Bon, sigma 1, ça va être sigma 1, ça va être ça, K plus O, ça c'est sigma 1. Et LH, excusez-moi, LH1, c'est M fois K fois O puissance moins U. U inverse E. Et vous allez m'excuser. Ici,
le U là, ce U, vous voyez que sa seule condition, il faut que ça soit inversible. Genre, ce qui nous donne quoi comme avantage, c'est d'introduire des variables ici. On peut ajouter ici une variable aléatoire qui va faire de telle sorte qu'on va tester, on va hacher et regarder U, est-ce que c'est inversable dans le corps que l'on utilise. Ben, si ça ne l'est pas, on recommence le processus. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver le bon U. C'est ce qui va amener à ce que dans le papier, on a choisi les nombres premiers du type P égale à 2Q plus 1. Parce que les nombres premiers du type 2Q plus 1, on trouve beaucoup plus facilement les générateurs. Parce qu'on a normalement une chance sur deux de trouver un générateur au hasard. Bon, je ne vais pas rentrer trop sur les détails de pourquoi. Voilà. Donc, du coup, ici, on a ces informations. Ici, Alice, il veut s'authentifier auprès de Lee. Lee lui demande une preuve de solvabilité et une pièce d'identité. Au lieu de lui recommencer un à un, il va lui donner MKO. Et Lee va venir consulter sur cette base de données, va exécuter l'opération, va refaire M fois K fois O, regarder si est-ce que c'est égal à LH. Faire K plus 1, est-ce que c'est égal à sigma 1. Et le U, il peut le calculer lui-même, tu vois, en faisant le haché et se dire, OK, il a vérifié, il a effectué 3 opérations qui impliquent les 3 variables. Donc, du coup, ce MKO déjà est unique. Du coup, vu que c'est unique, c'est propre à un couple AB. Si bien sûr c'est exécuté normalement. Et ainsi de suite. Une fois qu'il a créé cette preuve ici, il arrive chez X, Mohamed, par exemple. Mohamed lui demande, je ne sais pas qu'est-ce que Lee fournit comme service, mais qui lui demande, par exemple, un document attestant qu'il a bien son permis. Par exemple, supposons que Lee, c'est un certificateur de permis, mais il donne des permis. Au lieu de refaire un à un chacun, il va tout simplement lui donner un M2, K2, O2, de telle sorte que quand il va les vérifier, il aura prouvé que, par exemple, il a ces les 3 précédents. Et ainsi de suite. Et dernier point avant de finir, c'est que vu les preuves, comment elles sont liées entre elles, cette suite-là, vu comment les secrets sont liés, on a l'avantage qui est que si Alice veut prouver, par exemple, qu'elle a ce document, il n'a pas besoin de donner, par exemple, à Bob, cette preuve. Elle peut tout simplement lui donner une preuve ici et une preuve là, et ça sera assez suffisant pour prouver qu'elle connaît, qu'elle a bien les documents ici. Parce que si Alice connaît, si vous suivez cette suite, par exemple, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si je prouve que j'ai connu X0 et je connais P1, et que je prouve que je connais X, je prouve que je connais X2, non, X0, oui, je prouve que je connais X3, non, X2, oui, X2 et P2, bah, automatiquement, par des opérations en faisant des divisions, tout simplement, en posant un système d'équations, je peux soutirer l'étape précédente, genre les deux A et B de l'étape précédente. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire une preuve de connaissance ici, une preuve de connaissance ici et une preuve de connaissance ici. Si c'est N, je dois fournir une preuve qui implique N documents. Je n'ai pas besoin de lui donner une preuve qui est liée à ma banque, qui est liée à à l'établissement qui m'a donné le permis, à mon bac, etc., etc. Je peux tout simplement les aligner de façon cohérente, regarder l'alignement, et de diviser N par 2, par N par 2. Parce qu'à chaque fois qu'on a 3, celui qui est au milieu, on n'a pas besoin de donner sa preuve. Il suffit de donner la preuve ici pour avoir prouvé que l'on connaît bien l'information qui est ici. Bon, ici, c'est le cas où on est paresseux. On peut les contracter. On peut les contracter et imposer que l'on fasse un schnorr dès le début et faire tout simplement faire un A et B, ZK A et B, où l'on va poser que A, c'est égal à le produit de tous les secrets jusqu'à l'avant-dernier, c'est-à-dire le produit de P,
N fois P1 fois P2 fois P3 fois P4 jusqu'à Pn-1 et poser que B, c'est égal à Pn-1. Bon, le protocole devient beaucoup plus rapide, mais lui, je ne lui fais pas trop confiance. Voilà, si tu ne fais pas trop confiance, tu n'utilises pas. Mais en tout cas, c'est une vérification beaucoup plus rapide, quoi. Mais ce procédé, même si elle est beaucoup plus lente que celui-là, est beaucoup plus rigoureuse et permet de faire beaucoup plus de choses programmables. C'est-à-dire, elle s'adapte beaucoup plus par rapport à ce que l'on veut développer. Selon nos scénarios, en utilisant le fait qu'on peut, comment on appelle ça, faire des preuves 2 par 3, le fait qu'elles sont liées et le fait que chaque MKE est lié à un couple précédent, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. En fait. Des questions? Ouais, donc, juste pour voir que je comprends bien, du coup, la preuve finale, enfin, si je mets 2 ou 3 sur 3 des preuves, ça prouve que je possède un compte chez chacun enfin, sur chacune des blockchains, en gros, chacun des B, c'est ça? Si j'ai pas compris, si je fais quoi? Donc, si j'envoie du coup la preuve finale, donc Alice envoie la preuve finale à un vérificateur, au B du bas, quoi. Ça prouve que je possède un compte chez chacun des B du haut, c'est ça? Oui, mais après, tu vois, ici, par exemple, si tu envoies, si je te donne un MKO, par exemple, toi, en l'exécutant, par exemple, si tu t'arrêtes sur une seule base de données, vu qu'il bon, n'y a pas d'alignement, il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, si je te donne juste un MKO, toi, quand tu vas l'exécuter, tu vas être sûr de quoi? Tu vas être sûr et certain que j'ai bien un compte chez LCL, par Mhm. exemple. Mais le cas où on te demande plusieurs documents, c'est-à-dire Mhm. où on te demande une preuve chez une banque, que tu as bel et bien une banque, tu as bel et bien une preuve d'identité, tu as bel et bien, etc., etc. Mhm. Dans ce cas, il faut que, par exemple, que tu fournisses, il faut que tu fournisses étape par étape le M1, K1, O1 pour chaque étape. Ok. Mais non, il faut faire ça, mais non, tu ne le fais pas. Tu le fais, au lieu d'en faire N, tu en fais N sur 2. Ok. Parce que si tu les génères de façon ordonnée, et ça c'est arbitraire, c'est-à-dire toi-même, en construisant ton identité, si on est dans le cas où on te dit que tu as un mois pour organiser tes identifiants numériques, de façon à ce que quand tu vas t'identifier, ça soit quoi, cool, ça soit escalade, ça soit beaucoup plus rapide. Tu peux regarder, par exemple, les données que tu as le plus souvent, que tu utilises le plus souvent pour t'authentifier, ou bien dont on te demande le plus, qui sont les plus récurrents, tu les alignes en premier. Et une fois que tu les as alignés, en donnant ta preuve, tu peux donner tout simplement tu sautes une base de données, tu donnes la seconde, la preuve qui est liée à la deuxième base de données. Et une fois donc exécuté simultanément, in fine, ça va prouver que tu as tous ces documents. Maintenant, pour plus répondre à ta question, si tu veux, par exemple, avec une seule exécution, que tu prouves que tu connais, par exemple, tous ces documents, tu as tous ces documents, tu passes par celui-là, single step. Mhm. Tu utilises celui-là. Genre, tu vas utiliser celui-là et donner à Bob ça, et Bob va aller sur cette base de données, exécuter le calcul et se dire que, OK, tu as tous ces documents. Mais celui-là est moins rigoureux parce qu'il faudrait ajouter d'autres éléments pour cette exécution-là. Car il faudra s'assurer à ce que chaque base de données, par exemple, chaque base de données pourra bel et bien certifier que le produit de leur secret donne bien G puissance. Non, le produit de leur secret, quand on le met en puissance, ça donne bien LH3. C'est-à-dire leur clé partagée correspond bel et bien à LH3. Et ça, c'est le cas où, par exemple, tu dis que la banque l'annonce le secret qui est chez LCL. LCL le connaît, par exemple. Mhm. Ça, si tu le mets comme, si tu adoptes cette option, le single step devient beaucoup plus pratique, même pour prouver eux tous qu'il y a ces documents. Et car s'il y a un doute, Ben n'aura qu'à tout simplement contacter
chacun d'entre eux et lui demander est-ce que la clé que tu partages avec tel correspond bel et bien à LH3, qui est du diffie allemand ici. Ok. Ok. Euh, ouais, j'ai une autre question, c'est supposons que un des B du haut là, est malveillant. Enfin, qu'est-ce qui peut arriver si est-ce qu'ils peuvent empêcher enfin, ouais. Qu'est-ce qui peut, enfin, à quel point ça peut mal se passer s'il y a un des B qui est malveillant? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un des B qui est malveillant. Ouais. Euh, à ce niveau, si par exemple il connaît le secret, il peut le divulguer, mais même s'il le divulgue, ce n'est pas assez suffisant pour retracer tout le comportement de A. Sinon, il peut effacer par exemple les informations qui sont sur sa base de données. Ouais. Et donc, quand il va le donner pour que ça soit exécuté, on ne puisse pas le retrouver. Mais si on prend une blockchain, d'où le fait Ok. d'utiliser une blockchain là où c'est important, c'est qu'une information qui est inscrite, tu ne peux plus l'effacer. C'est là où on voit la pertinence même de la blockchain. Mais sinon, son mauvais comportement, non, ça n'a pas d'impact s'il y a beaucoup de baies. S'il Ok. y a beaucoup de baies, il n'y a pas d'impact. Ok. Car au pire, et tu partages le secret qui est chez lui avec lui-même. Mhm. Au mieux, genre, même le secret pays qui est chez lui, elle ne le connaît pas. Ok. Et donc en fait la condition du coup la validité de la preuve ne dépend pas de la malveillance de B. Enfin, la preuve sera valide que les, enfin s'il y a des blockchains, euh, la, Hein? la validité de la preuve reste vraie. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le côté zero knowledge est perdu si tous les B sont malveillants, c'est ça? Si tous les baies sont malveillants, on peut faire du profiling. C'est-à-dire Ouais. on se retrouve dans le cas où on est aujourd'hui. C'est dans le cas où, bon, pas Google est, parce que Google, lui, il est dans le cas où tous les baies Mhm. collaborent avec l'État. Ouais. Parce que ça, ce n'est plus. Mais on va se retrouver avec le cas où on a les métadonnées d'un utilisateur interne. On ne sait pas c'est qui, Ouais. mais on connaît ses activités sur Internet. C'est-à-dire, Ouais. on connaît son identité numérique, son identité numérique, du moins, son identité qui lui permet de l'identifier sur Internet, par Ouais. exemple. Sans savoir est-ce que je m'appelle tel ou tel, mais on sait que c'est telle personne qui a telle banque chez tel. C'est comme si ça, on se retrouvait avec un pseudonyme tout simplement, quoi. Ouais. Mais du coup, s'il y a un seul B qui est honnête, donc s'ils sont tous malveillants sauf un, Sauf un, ouais. alors et que j'essaie de prouver juste le dernier, que Ouais, j'ai juste un compte chez le dernier, là, par contre la zero knowledge est garantie quoi. ouais, C'est ça. ouais. Par exemple, ce B-là, le B avec qui on avait fait la preuve d'identité, si lui, il est honnête, par exemple, Ouais. déjà, eux tous, ils peuvent collaborer. C'est Ouais. sûr et certain qu'on ne saura jamais qui est derrière. Parce que lui, il ne va pas communiquer avec S, même si S est malhonnête, par exemple, même si S est malhonnête, on pourra tout simplement, bon, oui, c'est le cas. Dans ce cas, il faudra pas mettre le Y' en clair. Si on hache bien, si Bob s'occupe à hacher cette information, par exemple, on ne pourra pas, même quand il va collaborer, il ne pourra pas. Mais même le cas où il collabore, même si le Y' est en clair, mais on ne pourra pas faire le lien entre les traîtres, les Bob traîtres, s'il collabore avec S, vu que c'est cette personne-là qui a servi d'entrée dans cette partie du protocole, on ne pourra pas remonter d'un point de vue d'identité. Mais si tous les Bob collaborent, on a assez d'informations. Parce que même si on n'arrive pas à comment on appelle, même si on n'arrive pas à le rattacher, ça va dépendre maintenant de combien de Bob ont collaboré. Mm. Supposons, est-ce que Lee, par exemple, sur tes activités sur Internet, est-ce que si en connaissant deux de tes activités, deux de tes habitudes, est-ce que c'est suffisant pour prédire des choses sur toi ou bien il faut en avoir 10? Et là, ça revient sur la question qui est similaire à la sécurité même de Bitcoin, par exemple, qui est l'aspect consensus. Combien de pourcents de ces parties-là doit collaborer ou bien doit être malhonnête pour que ça soit défaillant? Mm.
Ouais, cool, C'est... parce que Mhm. un des cas d'application qui m'intéresse pas mal, c'est si, donc on en avait déjà parlé, mais si j'essaie de dresser une liste d'adresses email pour participer à une consultation, Mhm. euh, et du coup je joue le rôle de S, quoi, en gros. Et ensuite, chacun des B ici peut jouer le rôle d'une entité en gros qui va en quelque sorte un peu cacher, enfin qui va cacher des liens. Du coup, c'est un peu comme s'il mélangeait un peu les identifiants et puis Oui, redonnait au suivant oui, l'espèce d'identifiant mélangé. Et du coup, si on fait ça, il suffit qu'il y en ait un qui soit honnête dans son mélange mhm. pour qu'à la fin on ait des identifiants qui soient en bijection avec les identifiants initiaux, mais qui sont intraçables par. C'est ça, c'est ça. Cool, cool. Et même ça va être beaucoup plus solide. Si par exemple, tu te dis, parmi les B, si ils sont 100 participants, les 100 B, tous les participants vont servir de B. Dans ce cas, par exemple, tu n'auras pas intérêt à collaborer et que par hasard, je sache que toi, tu as collaboré. En fait, quand tu vas collaborer, ça va être même risqué Hmm. de collaborer, en fait. Ouais, cool, cool. C'est bon? Et je pense qu'on a fait Parce que là, ça plus fait que déjà 1h30. 45 minutes. Hein? Parce que ça fait déjà 1h30 de présentation. Bah, enfin, vas-y, tu peux continuer. Ouais, je vais accélérer. Ouais, je vais accélérer. Donc, du coup, en résumé, bon, ça, c'est les résumés de l'article ce qui est proposé. Ça, c'est le scénario que j'avais fait tout de suite sur des machines présentées des preuves. On va attaquer les folies. Oh, bon. Bon, mais je vais résumer pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a un SSI qui nous permet de, genre, se fier sur des critères du moins SSI. Ça nous permet d'avoir après ce que l'on veut avoir en termes de contrôle de souveraineté. Les ZKP, on a montré par exemple pourquoi, en quoi est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Ça va être tout simplement de nous séparer l'identification de l'authentification et de protéger encore les données que l'on partage. Maintenant, l'homomorphisme, qu'est-ce que lui va apporter de façon très rapide, parce que j'ai assez pris votre temps. L'homomorphisme, lui, nous donne quoi? Ça nous donne le fait de chiffrer nos données, de les partager et que la requête, c'est d'émettre une requête peut-être qui nécessite des manipulations et que la requête soit manipulée, exécutée et renvoyée à nous-mêmes qui avions émis ça pour un service donné, sans pour autant déchiffrer la requête. Et ça, c'est très puissant parce que si on prend par exemple le cas où on est actuellement, on est on est dans le cloud, dans l'ère cloud. Donc, du coup, il y a des propositions de cloud computing. C'est-à-dire, je suis dans mon laboratoire, je dois exécuter des opérations. Je n'ai pas de puissance de calcul pour le faire. Je chiffre donc mes données, j'envoie ça à Amazon. Amazon, qui a des puissances de calcul, exécute et me renvoie. Et moi, je déchiffre. Et donc, du coup, voilà l'un des points très, 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 très importants que la cryptographie homomorphe full complète permet. Aussi, ça permet aussi le federated learning. C'est-à-dire, doit faire un apprentissage, que chacun garde ses données localement et que je chiffre mes données, j'envoie, on y exécute des mises à jour, je calcule la moyenne. L'autre, il fait pareil, on fait une fusion, on déchiffre, etc., etc. Ça pourrait être intéressant dans ce sens. Maintenant, reste à voir quel type de crypto homomorphe complet il faut prendre et comment il faut l'adapter. Mais je sais que dans la recherche, dans la bêta là, il y en a qui le font. Et d'ailleurs, je vais présenter deux homomorphismes qui font après quelque chose comme ça. Donc, du coup, il y a une cryptographie fully homomorphisme. Oui. Vous avez, par exemple, si on prend El-Gamal ou RSA, c'est des cryptographies qui sont homomorphes, qui sont basées sur des homomorphismes. Mais ce n'est pas fully, ce n'est pas complet. C'est-à-dire, c'est des cryptographies où, après qu'on a chiffré, qu'on puisse faire de l'addition ou de la multiplication. Le cas de RSA, chiffre M puissance D.
ce qui est le chiffré, M puissance D, non, M1 puissance D, M2 puissance D, quand tu les multiplies, ça devient M1 fois M2 puissance D. Donc, du coup, quand tu vas déchiffrer, c'est comme si tu avais multiplié les chiffrés, ça se répercute sur l'information chiffrée, mais en produit. Donc, ça revient M1 fois M2. Si tu prends, par exemple, G puissance X, si tu fais G puissance X1 fois G puissance X2, ça fait une addition. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je finis la réunion et dans quelques minutes. Normalement, c'est fini. Oui, oui, je sais. Mais je finis la réunion et j'arrive. Je sors. Excusez-moi, machin. Bon, il y a le labo qui me chasse du moins. Il est 21h. Mais je disais, en fait, oui, donc, du coup, on a la cryptographie classique, machin, qui sont partiellement homomorphes, si vous voulez, qui permettent que l'addition ou la multiplication. Donc, du coup, ça va être des homomorphismes de groupe, seulement, de groupe. Maintenant, les folies homomorphiques, il faut trouver, par exemple, soit un isomorphisme, soit un automorphisme d'anneaux. Si L et L' sont des anneaux, et que c'est un isomorphisme, ça nous permet d'avoir l'opération multiplication et l'addition qui sont complètes, tout simplement. Ça, c'est en théorie. De façon abstraite, ça peut être ça. Et donc, du coup, trouver, comme exemple, si on prend le morphisme de Frobenius, qui est un isomorphisme, non, un automorphisme même d'anneaux, bah, ça nous permet ça, par exemple. Bon, ce que je vais dire et montrer ici n'est pas un protocole applicable. C'est juste un exemple pour mettre en valeur le fait qu'on peut utiliser ça pour faire ça. Donc ici, ça, c'est un exemple, premier exemple. Vous avez Alice qui a A, B, C, qui va faire des opérations sur A, B, C. Va chiffrer A, va chiffrer B, va chiffrer C. L'envoie à Bob. Bob va faire ce calcul. On va avoir ça. Et Alice, une fois déchiffré D, va avoir A fois C plus B. Donc, du coup, il a pu faire ses calculs qu'il n'a pas et en même temps protéger son A, son B et son C. Vous avez ici, si on prend ça, l'exemple, c'était l'exemple de morphisme de Frobenius. Si on le définit comme ça, mais c'est dommage, je n'ai pas de temps pour finir ça. Mais une fois qu'on l'a défini comme ça, de telle sorte que le morphisme de Frobenius va être le générateur du groupe de Galois, parce que l'extension, on suppose ici qu'on a une extension d'ordre Q qui est premier, donc automatiquement ça crée un groupe d'ordre Q qui est cyclique, donc à un générateur. Tous les éléments de ce groupe-là sont des générateurs. Comme le morphisme de Frobenius, l'extension ici est finie, appartient à ce groupe de Galois, donc elle-même est un générateur. Pour partir de lui, donc pour générer tous les... Et pourquoi je le définis comme ça? Je le définis comme ça pour le cas où on a un polynôme, polynôme, comment on appelle ça? Polynôme irréductible où les solutions ne sont pas qui n'est pas scindé dans ZP. Voilà, si on les racines de ce polynôme, on peut voyager entre les différentes racines selon le morphisme de Galois qu'on prend. L'élément de Galois qu'on utilise, on peut voyager d'une solution à une autre solution. Et supposons par exemple qu'on a ce polynôme, on a ici Alice et Bob qui partagent le même espace de travail. Et donc, à chaque fois, ils doivent s'authentifier. S'authentifier revient à quoi? À faire P d'alpha égale 0. Donner un alpha tel que P d'alpha égale 0. Donc, on donne à Alice à une racine, alpha A, alpha B pour Bob. Et bon, le responsable du service va les donner une sous-suite de Fn et deux sous-suites de Fn pour chacun. Et ces sous-suites vont être tout simplement les puissances qu'il faut utiliser ici, x puissance k, qu'on va appliquer sur l'alpha pour trouver le alpha d'aujourd'hui qu'il faut utiliser pour s'authentifier. Si on le fait comme ça nous permet de donner un accès limité à Bob et à Alice. Et on peut tout simplement détecter si Alice fournit une preuve qu'elle ne doit pas fournir. Pourquoi je l'ai illustré comme ça? Même si ce n'est pas un protocole qui est utilisable, parce que je l'ai imaginé juste comme ça pour montrer à quel point le fait d'avoir un homomorphisme, c'est important. Parce que là, on remarque bien que c'est grâce à ce polynôme, mais grâce au fait qu'on puisse appliquer des informations sur des informations chiffrées. C'est que dans l'hôpital, par exemple, on a cette problématique.
qui est que deux médecins et que chacun a ses patients, mais il arrive que pour des cas d'urgence, à ce que le médecin A accède à des données de patients de B. Mais sauf que ça, s'il le fait, il n'a pas forcément l'autorisation. Il doit se justifier après. Maintenant, si c'est fait de cette façon, avec cette organisation, mais dommage parce que on me chasse d'ici, j'accélère. Je pense même plus que je suis pertinent de ce que je dis. Mais voilà. Ouais, bah, il y avait beaucoup d'informations, Ouais, c'est mais la fin, ouais, c'est vrai. c'est peut-être Parce que, ambitieux de parler de tout ça d'un coup. Mais en tout cas, merci beaucoup, hein, c'est- c'était très chouette. ouais, et merci pour votre attention. Et bah, dis bonjour aux gens qui te chassent. Ouais, une chance. Du coup, voilà. C'est dommage que la présentation ne soit pas terminée et que j'ai pas dit beaucoup de bêtises. Ce sera pour une prochaine fois. Hein? Ce sera pour une prochaine fois, mais en tout cas, c'est très chouette et je pense vraiment que moi j'aimerais vraiment développer, enfin avoir quelqu'un qui développe ces idées de SSI en Zero Knowledge. Euh, je pense que c'est des applications vraiment concrètes aujourd'hui. Notamment par exemple, j'ai un ami par exemple enfin, qui est dans l'association de Tournesol, là, Jean-Loup Fourquet, qui fait des consultations auprès d'entreprises. Et du coup, il y Mhm. a un peu ce problème de. C'est facile de savoir, d'avoir une liste de participants dans l'entreprise, enfin les employés, quoi. Mais on veut Oui. vraiment protéger l'anonymat, quoi. On veut que les gens puissent s'exprimer sur des choses. Et du coup, ça serait une bonne façon de le garantir, quoi. Oui, 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 oui. Il faut que, moi je pense que c'est en même d'ailleurs, même c'est en l'implémentant qu'on peut mesurer à quel point qu'on peut faire des choses avec, ou bien, et à quel point on doit développer d'autres outils. Parce que à ce niveau, surtout ce que je propose dans l'article, à ce niveau, il faut trouver l'implémentation, le cas d'usage pour pouvoir tester ses limites Ouais. et à quel point qu'il faut le lier avec les autres ZK comme SNARK qui ont leur utilité, hein, parce que chaque zéronologie utilisée a son importance. Pardon. Donc oui, oui, oui. Moi j'ai pas de, comme je te dis, moi, bon, dans mon LinkedIn, si il y a besoin de parfois faire des réunions pour développer ça, j'ai pas de, je suis disponible. Ouais, cool, cool. J'essaie de déléguer ça à une entreprise qui travaille un peu sur ces questions, mais du coup, enfin, peut-être que bah, s'ils sont partants aussi, il sera d'organiser un truc. Ok. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. C'est quand tu veux. Ouais, cool, cool. Alors là, je fais mes bagages. Mais ouais. Du coup, j'espère que c'était clair ce que je disais. Bah, bah alors, je pense que c'était un peu technique pour beaucoup de gens aussi, mais en tout cas, enfin, moi j'ai bien compris. Ah, ok, voilà. Et du coup, en tout cas, je pourrais le réexpliquer. Ah, mais donc, non, mais en fait, j'avais peur même que personne ne me comprenne, pas parce que c'est difficile, Ah non, mais c'est parce que. vraiment compliqué, hein. Ok. Et parce que, en plus, peut-être aussi que c'est parce que j'évitais d'être très technique que j'ai pas défini qu'est-ce que c'était qu'un groupe de Gallois ou pas, et qu'est-ce que c'était une extension, parce que la partie homomorphe, je l'ai complètement bâclé. Et désolé pour ça, hein. Ouais, mais pas de souci. En tout cas, Ouais. merci encore et merci à tout le monde d'être venu. Je pense qu'on peut s'arrêter ici.